Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Depuis quelques jours, ces prises de parole animent le débat politique ici en Côte d'Ivoire, suite à son discours à Soubré, chef-lieu de la région de la Nawa, à l'occasion de son premier meeting politique le samedi 22 juin 2024. Un discours qui a suscité une avalanche de réactions, parfois vives dans le camp présidentiel. Selon certains observateurs, c'est l'expression d'un manque de sérénité du régime au pouvoir. En d'autres termes, Tidjane Thiam, un profil qui dérange le RHDP. C'est la question qu'on se pose dans ce débat pour lequel nous avons convié deux personnes pour discuter. Il s'agit de M. Vassiliki Diaby, qui est sénateur de la région du Kamadougou, élu sous la bannière du RHDP. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le micro. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sur ce plateau également, nous avons M. Michel Beta, qui est directeur fondateur du journal Le Bélier, analyste politique. M. Beta, bonjour. Bonjour Khalil et merci pour l'invitation à l'Intelligent TV. À tous les deux, encore une fois de plus, on vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu pour discuter autour de ce sujet. Alors, d'entrée, nous allons analyser avec vous les discours de Tidjane Thiam de ces derniers temps. On commence avec vous, M. Diaby. Vous avez eu l'occasion, en tant qu'homme politique, d'écouter le président du PDC, Tidjane Thiam, qui a fait deux discours récemment à Soubré et à Divo. Comment vous analysez les récents discours? Je pense que c'était à Dabou, hein, c'est pas à Divo. Oui, à Dabou, voilà, après Soubré. Merci beaucoup. Je pense que c'est, comme tout meeting politique, c'est un discours qu'il a fait pour pouvoir, n'est-ce pas, décoller dans les tournées. J'estime que même le choix des localités n'était pas forcément anodin parce que c'est une région quand même où le RHDP a perdu les élections au conseil régional. Donc relativement, j'estime que peut-être que c'est une région où le PDC a eu un peu d'image, bien que le chef-lieu Soubré est une commune totalement RHDP, je parle du maire de la commune, le Sénat dans la région est RHDP, donc ce qui veut dire que la plupart des maires de la région, des élus de la région sont RHDP. Donc pour le discours, je pense que j'ai vu un discours qui avait un aspect politique, mais un aspect moins technique. Un aspect politique, j'ai vu que le président du PDCI a sorti des informations, des éléments d'information qui s'articulaient juste sur l'analyse de certains pans du bilan du président. C'est-à-dire que certains pans en termes de durée, lorsqu'il donne des chiffres concernant l'année 2024 et qu'il ne donne pas, quand il donne le chiffre de l'espérance de vie au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'il ne donne pas l'espérance de vie à partir de l'année, l'indicateur premier c'est l'année d'arrivée du président Alassane Ouattara qui était 2011, qui n'est pas à partir de 2011 pour reconnaître que l'espérance de vie a augmenté de 9 ans et qui dit plutôt que ça a baissé d'une année, il donne juste l'année, mais il faut regarder un bilan dans son entièreté et mener le débat politique, c'est plus sain, c'est moins populiste à mon avis. D'accord. Beta Michel, vous l'avez entendu, comment vous réagissez? Non, je crois que mon co-débatteur a dit une chose, il a dit le contraire même du discours. Le discours avec l'air plutôt technique que politique, parce qu'il s'est attardé sur un point de la vie de la nation, c'est-à-dire aujourd'hui l'espérance de vie, l'indice de développement humain qu'il a mesuré en indiquant, même dans son discours, pour ceux qui étaient là, il a dit, on veut vous faire croire que les choses techniques ne sont pas pour vous. Et il va vous montrer que c'est des choses techniques, mais ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer aisément aux populations. Et c'est ce qu'il a fait, en indiquant que l'espérance de vie, à un certain niveau, quand le PDC est au pouvoir, était plus élevée que ce qu'il est aujourd'hui. Et on le voit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé des populations. Et moi, je ne pense pas que ce soit
en fait, les populations, ce qu'elles ont montré, pour ceux qui étaient là-bas à Soubré, parce que j'ai tenu à être là-bas pour voir un peu comment cela se vivait à les populations. Parce que moi, je crois que... Comment est-ce que ce discours a été Voilà, vécu par les c'est ça le plus important. C'est-à-dire que j'ai vu des populations qui adhéraient. Parce que, en fait, ce qui était surprenant, on aurait plutôt pu les voir calmes, insensibles à ce discours-là. Mais ça soulevait plus de hurrah que comme si c'était... je peux dire, ils ont compris le message. Ces populations ont compris le message. Et vraiment, c'était surprenant. Moi, je me suis dit même que dans mon fond intérieur, quand il a osé ce discours-là, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il attend de ces populations qui sont venues? Bon, on estime souvent que les populations viennent de partout. Ce pas des populations assez, au niveau intellectuel assez élevé, donc elles ne comprendront pas certains thèmes techniques. Donc, quand il a osé le thème technique, je me suis dit, je crains qu'il ne puisse même pas avoir d'ovation. Mais il leur a parlé de la réalité. Des ovations. Pour vous, ça signifie quoi que le peuple, la population qui était présente acclame son discours? Non, il a compris le discours. Parce qu'en fait, c'était quoi? Parce qu'il y a eu plusieurs aspects du discours. Hein. Il y a eu plusieurs aspects. On s'attarde sur celui-là, mais il y a eu plusieurs aspects. Quand il a parlé des élections, que le peuple devrait lui-même s'efforcer d'obtenir ses pièces pour pouvoir élire le président qu'il voudrait. Parce qu'il les a invités à eux-mêmes établir leurs pièces. Il n'a pas dit on va vous établir des pièces. Bon, donc il y a eu plusieurs pans. Et il y a eu les réactions dans tous ces pans-là. Mais sur ce pan de développement humain, sur ce pan de technique qu'il a voulu présenter aux populations, elles ont adhéré. Et je crois que ça parle à leur réalité. Parce que quand tu parles des infrastructures qui sont presque inexistantes, quand on traverse la route Yabayo-Soubré, on dit que c'est une route qui date de 1998, mais aujourd'hui, tu vois, la route est pénible et difficilement praticable. Donc, ces populations vivent cette réalité-là au quotidien. Quand on voit des populations qui ont à côté d'elles un barrage hydroélectrique à côté des milliards et elles sont encore en train de souffrir pour obtenir l'électricité dans certaines localités, elles se disent, ah, ça, ils parlent de nous, ils parlent de nos réalités. Alors, parlant de... Elles ont été très sensibles à ce discours-là. Et je pense que c'est cela qui est, moi, la première je veux dire, le premier observation qu'on fait, et puis on peut faire, mais en même temps, ça doit plutôt amener le parti au pouvoir à chercher des solutions et non pas à parler de populisme. Bon, moi je pense que quand tu parles... Vous pensez que ce n'était pas un discours populiste parce que... non, ce thème-là, je ne sais même pas... Il l'a évoqué non, je vois que ce thème-là vient... Non, je vais finir. Parlant de l'espérance de vie... Moi, je pense que... En fait, rapidement, j'explique. Non, moi, je vais finir. Tu permets que je finisse? Non, permets-moi de finir. Permets-moi de finir et puis je te laisse. Chacun aura son tour de parole. Vas-y. Alors, M. Diaby, dans son intervention, il a parlé de l'espérance de vie. Il a pris cet exemple pour dire que lorsque le président Thiam l'a évoqué, au lieu d'en parler depuis 2011, c'est-à-dire date de l'arrivée du président au pouvoir, il ne le fait pas. Il s'intéresse spécifiquement à l'année 2024. C'est pourquoi on évoque ce côté populiste de son discours. Non, tu sais, en fait, Diaby, il oublie que Tidjane Thiam a été ministre du Plan. Il oublie que Tidjane Thiam a projeté la Côte d'Ivoire. Et Tidjane Thiam, quand parlant dans son discours, il a comparé l'IDH au temps du PDCI à celui qu'on vit aujourd'hui. Et il a vu que ça avait baissé d'un chiffre. Il a même énoncé ces chiffres-là. Moi, je vais penser qu'il me présenterait les chiffres et il dirait le contraire. Mais ce que je vais faire ressortir, tu vois, ce n'est pas tant de qualifier un discours avec des mots qui fera en sorte que le discours ne soit pas celui qui craque à la réalité. Moi, je pense que quand le RADP a pris la mesure du discours et il a vu l'adhésion des populations, c'est de chercher des solutions. Moi, je crois que ça aurait pu nous aider plus que de rentrer dans des qualificatifs qui bien, moi, je dis même ça n'aura même pas le porte-parole. D'accord, ça vient comme Monsieur Diaby, allez-y. Merci beaucoup. Oui, en fait, ce que je voudrais dire, je pèse mes mots, j'ai dit que c'est du populisme et non des thèmes techniques. Parce que le président du PDCI, c'est Tidjane Thiam, j'ai dit du populisme parce qu'il connaît bien la situation. Si quelqu'un parlait, quelqu'un qui ne connaît pas la situation, j'ai eu la chance d'être au ministère du Plan. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration du premier plan national de développement de la Côte d'Ivoire, du deuxième et du troisième. Sous Ouattara, Sous Ouattara, bien sûr. Ouais. Avant Ouattara, il n'y a pas eu de PND.
Je peux vous confirmer. Il n'y a pas eu de plan national de développement. Il y a eu des plans stratégiques, il n'y en a pas eu. Okay, oui. Donc, avant Ouattara, il n'y en a pas eu. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans cette structure qui a vu, qui considère en fait Thiam comme un monument, le ministère du Plan. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est du populisme, parce qu'il connaît bien l'État, il connaît bien la situation de tous ces éléments. Quand il parle de croissance, quand le président Thiam dit que la croissance économique n'a rien à voir avec l'État en quelque sorte, n'a rien à voir avec l'action gouvernementale, c'est votre boulot. C'est du populisme. Parce que la croissance économique est pas à partir des réalisations, c'est-à-dire c'est le volume de réalisation qu'on fait. Toutes les infrastructures qui sont réalisées contribuent à la croissance économique. Voilà, mais c'est le travail des populations. Ce n'est pas le travail de l'administration. Des populations. Est-ce que ce n'est pas aussi le travail de l'État, du gouvernement? C'est le gouvernement qui crée les conditions pour la réalisation de ces infrastructures qui contribuent à la croissance, à la force de la croissance économique. Donc, quand on dit que non, ce n'est pas leur boulot et que c'est le travail de la population, c'est du populisme. Quand on a été ministre du Plan, on sait que c'est des choses qui sont planifiées, on planifie la croissance et c'est l'action gouvernementale qui contribue à mettre la population en synergie pour créer cette croissance. La même population était là. Sous Laurent Gbagbo, la même population était là. On n'avait pas les mêmes croissances. Mais qu'est-ce qui a changé? Donc, c'est pour cela que je dis que c'est du populisme. Quand on prend l'IDH, les aspects sur lesquels on se base pour évaluer l'IDH, c'est l'éducation. C'est la santé. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'en termes de le système sanitaire et en termes de réalisation, les chiffres sont là. Le président a réalisé combien de CHR? Laissons même les histoires des éducateurs. Nous sommes passés de la 159e place à la 166e place. On a perdu 7 places et nous sommes classés parmi les 30. Non, allons doucement. Allons doucement. On a perdu 7 places de quand à quand? On va dire de 2011 jusqu'à cette année 2024. Non, bon, peut-être qu'on n'a pas les mêmes chiffres. C'est toujours les mêmes. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Moi, les chiffres que j'ai, si vous permettez... Nous étions 159e. Nous sommes aujourd'hui à la 166e place sur 193 Je vous donne mes chiffres avec les sources. Les derniers chiffres qui ont été donnés par le PNUD récemment. D'accord. Tu sais, quand les chiffres ne sont pas à leur avantage, c'est toujours mauvais. On est toujours habitué à ça. Mais on ne va pas s'attarder sur les chiffres. Non. Parce que en fait, comme on dit en sciences politiques, les chiffres, on peut leur faire dire tout. Moi, je veux parler des réalités. Non, j'étais en train de parler, je n'avais pas achevé. Non, tu n'as pas achevé, mais on va pas te laisser. On va pas te laisser dire autre chose que ce que je suis en train de vous dire. Les aspects sur lesquels l'IDH, on évalue l'IDH, c'est l'éducation, c'est la santé. Il a dit. Et vous avez tous les chiffres en termes de réalisation. Le nombre d'infrastructures réalisées par le président Alassane Ouattara, ça n'a pas été le même. C'est largement au-delà de ce qui a été réalisé sous Thiam comme ministre du Plan ou le président Nkouna Bédié comme président de la République. Parce qu'on aime parler de... Quand mes amis du PDCI parlent des acquis du PDCI et qui vont jusqu'aux années 1960, mais le PDCI en 1960 n'a pas été, à partir de 1960, toutes les réalisations n'ont pas été faites sans les acteurs du RHDP. Mais c'est que aussi, non, c'est que j'entends vous dire. En 2008, le PDCI était avec le RHDP. Donc justement, on dira que les acquis du RHDP même sont les acquis du PDCI. Bien sûr, c'est avec joie. C'est avec joie. Ne manque pas de dire Thiam tous les jours. C'est ce que vous ne devez pas nier en fait. Non, c'est pas. Vous ne devez pas nier une partie du bilan. Vous avez la boussole. Soit vous prenez une partie, soit vous prenez le bilan, soit vous ne prenez pas le bilan. Vous n'allez pas choisir une partie. C'est-à-dire hier, vous étiez là quand c'est bon, et les parties qui ne sont pas bien, vous estimez que vous n'étiez pas avec nous. C'est le bilan du RHDP. C'est là le problème en fait. Nous, on constate les faits et on déplore que le taux de croissance dont vous avez... Alors, M. Beta, en parlant de l'IDH, 159e, nous sommes aujourd'hui à la 166e place. Mais l'année où le PDCI était au pouvoir, c'est-à-dire en 1999, au moment où le PDCI quittait le pouvoir à la suite du coup d'État, l'indice donnait ce chiffre-là. La Côte d'Ivoire était à la 125e place dans le monde. Voilà, c'est ce que... Donc tu vois que c'était bien meilleur, après avoir été 118e en 1990, c'est-à-dire de 1990 à 1999, de la 118e place, la Côte d'Ivoire passe à la 125e place. C'est que sous le PDCI-RDA, la Côte d'Ivoire a régressé, n'est-ce pas? Vous savez, ce que je veux qu'on retienne,
C'est vrai qu'on a les chiffres, mais regardons la réalité de nos populations. C'est ça qui va nous faire comprendre si nos chiffres collent à ce que nous voulons voir. D'accord, quelle est la réalité de nos populations? La réalité de nos populations aujourd'hui, la réalité de quelle population? Le coût de l'électricité a augmenté et tous les ménages, y compris toi-même, tu en souffres. La réalité de nos populations, c'est que le salaire de population a augmenté depuis des années. Oui, les salaires ont augmenté. On nous a dit attends. On nous a dit d'augmenter. On nous a dit d'augmenter. Monsieur Djabé, vous allez réagir. On nous a dit d'augmenter, au privé, on a dit d'augmenter le SMIC. Mais pourquoi vous sautez le public? C'est pas tout le monde qui l'a fait. Mais le public aujourd'hui, c'est pas fait partout. Et vous demandez le public. Pourquoi vous sautez le public, vous allez au privé? Tu vois, non, je demande. Ce qui est marrant, notre propre RTI, le SMIC n'a pas été augmenté au niveau des travailleurs. Tu vois, en fait, c'est à croire que l'État aime le discours, le matu, mais la réalité est tout autre. Monsieur Pétard, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'augmentation du SMIC à 75 000 francs n'est pas une réalité? N'est pas une réalité partout. Et sous nos yeux. Vous ajoutez partout. Mais partout. Parce que si l'État a fait des efforts, il fallait que les structures telles que la RTI, des efforts soient faits. La fonction publique. Oui, mais c'est ça, si l'État a fait des efforts, l'État n'est pas le seul acteur. C'est 200 000 travailleurs de l'État. 200 000 sur 4 millions de travailleurs. Comment vous pouvez évaluer ça pour dire que c'est bien? Mais moi, je suis désolé. Bref, moi, je dis souvent, quand on parle de la Côte d'Ivoire, parlons de nos réalités. Aujourd'hui, le coût de l'électricité a augmenté. Aujourd'hui, les denrées de première nécessité ne font que grimper. Le prix des denrées de première nécessité. Et là, comment on fait pour s'en sortir? C'est ça la grande question. Comment les populations font pour s'en sortir? Là où elles espèrent avoir une réduction pour pouvoir tenir leur budget, pour pouvoir tenir dans les marges de leur budget. Aujourd'hui, pour se loger à Abidjan, c'est presque impossible. Point que... Est-ce que vous n'allez pas me dire que le piment est patate 100 francs? Vraiment, en fait, n'allons pas qu'à gratuiter les choses. Moi, je parle des réalités que nos populations vivent. Pour se loger à Abidjan, c'est difficile. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, le RDP s'en vante de pouvoir des progrès. Mais les progrès pour qui? C'est pourquoi Thiam toujours dit que si on fait la croissance, sans la répartition équitable de cette croissance est nulle. Parce que c'est ça le grand problème du RDP. On a l'impression qu'ils ont des chiffres que les réalités des populations contredit. C'est ça qui nous désole dans leur approche. C'est pourquoi quand on en parlait du discours du président hors micro, je l'ai dit. J'ai dit le président décrit une Côte d'Ivoire qui est tellement belle, on croyait d'un paradis, mais les réalités le contredisent. Et ça, il faut que le RDP travaille à cet effet-là. Nous, aujourd'hui, nous pensons que quand l'opposition critique, c'est pour que le RDP corrige. Parce que le but ultime, c'est pour nos populations. D'accord. Alors, je pense que quand le RHDP a parlé de populisme, Thiam a Dabou a rétorqué pour dire que ce n'est pas du populisme, c'est une manière de penser au peuple, c'est de parler des préoccupations du peuple. Des populations, c'est pas faire du populisme en parlant des populations. Non, le populisme, c'est la volonté manifeste de masquer. Non, je viens. La volonté manifeste de masquer et d'analyser de façon malicieuse des données. Mais c'est ce que vous faites de mieux. D'un pays. C'est ce qu'on sait. En réalité, tout à l'heure, lorsqu'il a parlé de la réalité de nos populations, chacun se met sur l'angle qu'il analyse. Sinon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le président, en moins de 15 ans, a multiplié les richesses de notre pays par 4. Pour quelques individus. Les richesses du pays, pas pour quelques individus. Moi qui faisais avant 120 km entre ma petite localité, il dit 120 km, 1h20 entre ma petite localité de Samatigila et Odjene, qui était en attente d'un bitume depuis pratiquement une cinquantaine d'années. Seulement avant-hier, j'y étais, j'ai fait 19 minutes. Donc ça, c'est ma réalité. C'est la réalité de certaines populations. Aujourd'hui, le SMIC, bon, je sais que peut-être que mon frère, lui, il n'a pas besoin du SMIC. Il y a longtemps qu'il est au-delà du SMIC, donc il ne comprend pas que c'est vraiment une réalité pour. Je dis même à la RTI, ce n'est pas respecté. Non, mais moi, je ne parle pas des structures. Vous prenez une structure, même à la RTI, il peut dire même telle structure, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas là le débat. L'État de Côte d'Ivoire, c'est cela qu'on appelle le populisme en fait. L'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures qui n'existaient pas, à débloquer les salaires, oui ou non. Je vous pose la question. Non, bon, moi je comprends pas. Les salaires de fonctionnaires, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire... Non, excusez-moi, est-ce que l'État a débloqué les salaires de fonctionnaires? Est-ce que l'État a accordé des primes exceptionnelles une fois par an aux fonctionnaires?
C'est un fait. Est-ce que les fonctionnaires, en termes d'indemnité de logement, n'ont pas eu d'augmentation? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ce que je veux vous dire, non, sur le déblocage des salaires des acteurs, il y a eu des actions fortes qui ont été menées et que les fonctionnaires, personne n'a attaché des fonctionnaires pour aller signer une trêve sociale, une trêve de 5 ans. Ils n'ont pas été attachés, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils gagnent, qu'ils ont signé une trêve sociale. Tous les syndicats, toutes les structures syndicales ont signé cette trêve sociale. L'assurance maladie, qui avait des difficultés, qui a été un projet du président Bédier et du président Gbagbo, est aujourd'hui une réalité. Pour vous. Pour vous qui? Parce que la semaine dernière, tout le monde s'en plaint de ce que les cadres ne fonctionnent pas dans les structures même publiques. Mais attends, excusez-moi, pour que les cadres ne fonctionnent pas, il faudrait au moins que les cadres existent. C'est une étape du processus. Mais sous votre régime, les cadres n'ont pas existé. Le régime de qui? Moi, je n'ai pas de régime. Vous n'avez pas de régime? Moi, je n'ai pas de régime. Ah, j'ai cru que vous étiez avec le régime du PDCI. Ah bon? Oui. D'accord. Sous votre régime, j'estime, sous votre régime... Pardon, arrête de me coller un régime. Si. Sous votre régime, en fait, en réalité, les cadres n'ont jamais existé. Mais au moins, nous avons un pan. Près de 10 millions de personnes ont pu se faire établir des cadres. Et aujourd'hui, les lenteurs administratives, la prise en charge au niveau des hôpitaux est une difficulté dans certains hôpitaux. Et ça, c'est une réalité qui est en train d'être surmontée. Donc, l'objectif et le rôle d'un État, c'est de régler les difficultés, c'est de faire des réformes significatives qui permettent de changer. On a la situation du foncier. Je ne vais pas faire le bilan parce que le président a fait par rapport à l'état de la nation. Mais toujours est-il que tout le monde reconnaît aujourd'hui que ce que le président a permis de réaliser. Aujourd'hui, nous passons à 15 000 milliards de budget. Avant l'arrivée du président Alassane Ouattara, et 30 000 milliards de dettes. Nous étions à 3 000 milliards. Et 30 000 milliards de dettes. Nous étions à 8 000 milliards de dettes. Attention. Nous sommes montés à 30 000 milliards de dettes. On ne compte pas la dette en termes de milliards. Ouais. On compte la dette en termes de ratio sur le PIB. C'est ce qu'on appelle le populisme. Non, attention. Non, il a soulevé une question. Non. La dette, je vous écoute. La dette, on calcule la dette selon la richesse d'un pays. C'est-à-dire qu'une dette de 100 000 francs, pour vous, une dette de 100 000 francs, peut-être que c'est rien par mois, vous pouvez payer 100 000 francs par mois, mais pour un paysan, une dette de 5 000 francs, c'est beaucoup. Donc, c'est en fonction de ta richesse qu'on fait l'évaluation. La dette, on a 58% du PIB de la dette. C'est l'information que je vous donne. Donc, ce n'est pas en termes de... Vous avez 25 000 milliards, 28 000 milliards, 30 000 milliards de dettes. La dette est un instrument de développement. Et aucun pays, aucune banque ne prête à celui qui n'est pas solvable. C'est comme tel que nous sommes. C'est selon ton salaire qu'on te prête de l'argent. Tu vas pris ainsi, ça ressemble plus à du populisme que de la réalité. Puisqu'on était à 8 000 milliards de dettes quand on est rentré dans un programme. Non, je viens. Quelle était la proportion sur les 8 000 milliards? Quelle était la proportion sur le PIB? On était à 6 000 milliards de budget. On était presque à 6 000 milliards de budget. Quelle est la proportion sur le PIB? Pas sur le budget, sur le PIB. On va l'écouter. Sur le PIB, quelle est la proportion? Voilà, il va vous répondre. La dette, c'est en termes de taux. Non, mais on était à 48%. On était à 48%. Aujourd'hui, avant qu'on arrive au PPTE, où on a été inscrit au PPTE, on était à 8 000 milliards de dettes et puis on était à 48% du PIB de la dette. Maintenant, aujourd'hui, il nous dit qu'on est à 52%. Quelle est la norme communautaire de la dette? Mais je n'ai pas les chiffres devant moi. Non, bon, la norme communautaire de la dette, c'est 70%. Ah, bon, c'est 70% du PIB. Et la Côte d'Ivoire est à 58%. Mais c'est assez quand même. Non, ce n'est pas assez. C'est assez. Non, écoutez. C'est acceptable. La Côte d'Ivoire est dans les normes, c'est ça? Totalement. Pas les normes seulement. Mais on était dans les normes quand on a fait la notation de la Côte d'Ivoire. Je vous explique. Le président l'a dit dans le bilan, vous n'avez pas suivi peut-être. On l'a suivi. En termes de notation de la dette, en termes de notation, la note de la Côte d'Ivoire a été améliorée et nous sommes aujourd'hui le deuxième pays d'Afrique subsaharienne après je pense, le Malawi. D'accord, monsieur, on va... C'est-à-dire que quand la notation a évolué, ça veut dire que maintenant, les banques s'empressent pour vous prêter de l'argent. D'accord, on vous a compris. Parce que vous êtes des bons payeurs, parce que vous avez une bonne politique économique. D'accord. Après le discours de Thiam, on a eu beaucoup de réactions de cadres du RHDP. On a notamment le ministre de l'Entretien routier, le ministre de l'Équipement, M. Amédée Kouakou, qui était en meeting, on va dire, qui était à une cérémonie d'hommage des populations de Divo au président Alassane Ouattara. Et répondant à Thiam, il a dit « on s'en fout ».
Alors, ça fait dire à certains que c'est une forme de méprise vis-à-vis des populations. Béta Michel. Vous savez, le RHDP nous a habitués à quelque chose depuis un certain temps, c'est-à-dire c'est les discours d'hommage au président Ouattara. Au point qu'on se demande, mais en dehors de Ouattara, le RHDP n'a plus de cheval pour compétir dans une compétition électorale présidentielle. Bon, je suis un peu surpris que quelqu'un dise qu'il s'en fout de ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. Ça ne m'étonne pas. Il n'a jamais dit ça. Non, je viens. Non. Tu me laisses Vous dites finir. ce qu'il n'a pas dit. Tu me laisses finir. Mais il n'a pas dit ça. Tu me laisses finir. Vous dites... Tu me laisses non. finir. Mais c'est pas vrai. Non, tu me laisses finir. Aïe, mais si tu ne me permets pas de finir, non, mais tu si ne vas vous pas ne dites pas comprendre. ce qu'il n'a jamais dit. Non, s'il te plaît. Il n'a jamais dit non, ça. s'il te plaît. Vous allez réagir. Voilà, tu as le temps de réagir. À la limite, bon, je dis que quand quelqu'un dit qu'il s'en fout, quand on décrit une réalité des populations, c'est dommage. C'est dommage parce que le RHDP, vous savez, depuis un certain temps, on a vu les limites des promesses non tenues de Ouattara. Ouattara avait promis de lutter contre la pauvreté, mais on voit que le taux de pauvreté est resté sensiblement le même en Côte d'Ivoire. Jamais. Il dit sensiblement le même. Non, les chiffres sont là. J'ai dit sensiblement le même. Non, c'est pas sensiblement le même. Permettez-moi de vous donner les chiffres. Non, mais j'ai les chiffres. Si c'est le taux de pauvreté, j'ai les chiffres. Donnez les chiffres. Donnez les chiffres. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Mais il a les chiffres qu'il appuie avec les chiffres. Donnez les chiffres comme c'est le même. S'il vous plaît, on va s'écouter. Le taux de pauvreté, donnez les chiffres du taux de pauvreté. Monsieur Diaby, on va s'écouter, chacun a son tour de parole. Voilà. Donc je disais. Quand il va se prononcer. Mais il peut donner les chiffres qu'il a, puisqu'il a ça. Quand il va se prononcer, si vous estimez qu'il y a des erreurs dans son discours, vous réagissez. Il n'y a même pas d'erreur, mais comme il a les chiffres. J'ai les chiffres. Alors, on va ne t'en fais pas. Donc je disais. Le taux de pauvreté. Non, s'il te plaît, c'est pas toi qui poses la question. Donc je disais, les chefs coutumiers, ils ont fait appel même aux chefs coutumiers pour leur dire 2025 c'est Ouattara. Comme s'ils avaient peur de quelque chose. Comme s'ils craignaient quelque chose. Nous sommes en train de nous poser la question à 83 ans. Ouattara aura 83 ans l'année prochaine. Lui-même, il disait déjà qu'après son deuxième mandat, il aurait tellement de choses à faire qu'il ne pensait même pas être là jusqu'à aujourd'hui. Et le RHDP veut le forcer encore à briguer un autre mandat, à avoir un quatrième mandat à 83 ans. Je crois que ça suffit. Ça suffit. Moi, je pourrais demander au RHDP vraiment trouver quelqu'un qui puisse vous aider à continuer ce que vous pensez être le développement pour la Côte d'Ivoire, que de vouloir vous abouter à un président qui vieillit, qui a vieilli et qui aujourd'hui a montré les limites de ses promesses. Moi, je crois qu'il faut sortir de cette folklore politique-là qui veut qu'à chaque fois on ait des discours pour dire c'est Ouattara ou rien. Notre plan B c'est Ouattara, notre plan C c'est Ouattara. On n'en a plus besoin. On a besoin que le RHDP propose des choses plus concrètes aux Ivoiriens pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer l'économie, pour faire avancer le développement. D'accord. Alors, M. Gabi, comment vous analysez le discours du ministre Amédée en réponse à ce que Thiam a prononcé à Soubré? Écoute, déjà, moi, je pense que c'est pas bon de sortir des discours du contexte. J'avoue clairement, quand vous dites on s'en fout, ça, j'ai entendu ça, mais j'ai pas compris et j'ai pas entendu tout le discours du ministre Amédée pour comprendre le contexte de son discours. Mais je veux dire qu'on s'en fout. Le ministre Amédée que je connais ne dit pas par rapport à la population. Il le dit par rapport à qui? On s'en fout des populistes. On s'en fout des populistes. C'est-à-dire que nous avons des résultats. On s'en fout parce qu'on a des résultats. Il ne l'a pas dit ainsi. On s'en fout. Donc le reste, justement, donc, en termes d'interprétation, c'est pour ça que j'ai dit qu'un discours, un bout de phrase sorti, vous voyez, quand donc moi pour vous, quand il le dans dit, mon analyse, on s'en fout des populistes. On s'en fout des populistes parce qu'on a des résultats qu'il faut pour gagner les élections. On a des infrastructures qui ont été réalisées. C'est pour ça qu'on s'en fout d'eux. Donc, en fait, ce n'est pas de la population, mais c'est plutôt des populistes. Concernant le taux de pauvreté, je suis un peu choqué qu'on dise que le taux de pauvreté est resté sensiblement le même. Oui. La dernière enquête sur le niveau de vie, l'ENV, sur le niveau de vie des populations, si j'ai vraiment une bonne mémoire, c'est en 2018. On a aujourd'hui, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire n'a jamais augmenté depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara. Ça, d'abord, c'est un point. Ça n'a jamais augmenté et ça n'a jamais stagné. Quelle que soit la vitesse avec laquelle le taux... On était à combien à son arrivée au pouvoir et nous sommes à combien aujourd'hui? Nous étions à 54%. En 2015. Ça, c'était chiffre. Hein? Oui. Et nous sommes à combien aujourd'hui? Il a bien dit avant l'arrivée au pouvoir d'Alassane. Allons-y.
Je parle des chiffres. 54% en 2011. L'ENV 2015 a révélé que nous sommes passés en 2015 à 39%. 39% de taux de pauvreté. Et tous ces éléments sont inscrits dans le plan national de développement. Nous étions à 49%. Moi, les chiffres que j'ai. Pardon? 49%. En quelle année? Babo. Sous Babo, on était à 49%. Bon, les chiffres que moi j'ai, c'est qu'en 2011, nous étions à 54%. Et l'enquête menée par l'INS, l'ENV 2015, nous sommes passés à 39%. En 2015. Aujourd'hui, 9 ans après, il y a eu une enquête en 2018, l'enquête de 2018, et nous étions à 34%. Le taux de pauvreté aujourd'hui, je mets quiconque au défi de prouver que le taux de pauvreté sous le président Alassane en 13 ans a évolué d'1%. On peut peut-être dire que le rythme est lent, mais le taux de pauvreté n'a jamais stagné en une année sous Alassane Ouattara. Je mets quiconque au défi de nous sortir un seul chiffre qui nous prouve que le taux de pauvreté sous Alassane Ouattara a stagné. Donc, en fait, quand on parle des situations, il faudrait nous donner des chiffres. Comme vous avez des chiffres, si vous pouvez me donner vraiment la structure qui montre que le taux de pauvreté sous Alassane a augmenté, vraiment, je suis preneur. Okay. Alors, monsieur, on a entendu le discours de Thiam, les gens ont réagi, les cadres du RHDP ont réagi, certains cadres, et ça fait dire à certains observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire que Thiam est un homme politique qui dérange beaucoup le RHDP, en témoignent ses diverses réactions. Alors, monsieur Diaby, est-ce que Thiam dérange aussi tant le RHDP? Écoutez, merci beaucoup. Nous sommes à 16 mois pratiquement des élections. Je pense que tout à l'heure, mon frère du PDCI d'en face a soulevé la question du... Les journalistes... non, un journaliste, ce n'est pas un parti politique. Oui. Voilà, un journaliste, ce n'est pas un parti politique. Voilà, mais les journalistes qui ont créé même des partis politiques. Oui. Donc ça, ce n'est pas le problème. Ça, c'est sa profession. Oui. Maintenant... en fait, ce que je voudrais dire, je suis heureux de voir qu'ils s'inquiètent du choix du candidat du RHDP, qui s'inquiètent qu'on puisse vraiment choisir nos candidats autres que Alassane Ouattara, ce qui dénote effectivement que c'est plutôt ce parti qui a plus peur du choix de notre candidat. Sinon, Angela Merkel, que ce soit au Rwanda, beaucoup de pays, je pense que le choix du candidat du RHDP revient au RHDP. Thiam, pour revenir à votre question, Thiam ne fait aucunement peur au RHDP. Je vous explique. Moi, je vous explique. Je vous donne la raison. Je vous donne la raison. Parce que le président Thiam intervient politiquement. Son avènement arrive à un moment où, je dirais, l'opposition, même en Côte d'Ivoire, est au chômage. C'est-à-dire que l'opposition réelle, on ne sentait pas du tout d'opposition. Et quand on dit qu'il trouble le sommeil des cadres du RHDP, vraiment, je pense que le PDCI a suffisamment de problèmes à régler pour pouvoir troubler le sommeil du RHDP. Quel problème? Aujourd'hui, le premier défi du PDCI, c'est d'abord de rassembler en son sein. Ça, c'est le premier défi. Rassembler en son sein, d'abord de régler les ambitions politiques de certains imminents cadres, dont le président, le ministre Bion, Jean-Luc Bion, qui a une faction. Également, je veux dire que la question du PDCI, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous nous sommes concentrés sur notre implantation, sur vraiment l'artillerie que nous mettons en place. Le deuxième problème, c'est de chercher à regrouper, après le PDCI même, chercher à regrouper l'opposition. Donc tous ces chantiers sont suffisants pour ne pas que le RHDP puisse vraiment se concentrer sur Thiam. Et nous ne le sommes pas, nous sommes plus concentrés sur la révision de la liste électorale qui démarre bientôt. Nous sommes concentrés sur la formation des différentes coordinations régionales qui ont été mises en place, qui seront mises en branle sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes concentrés sur
nous étions concentrés sur les élections de 2023. Je vais terminer par là. Thiam vient, il s'appuie sur une machine qui est le PDCI. C'est une machine qui connaît le RHDP sur le terrain. C'est une machine qui a fait les élections municipales avec le RHDP. Si le PDCI ne nous a pas effrayés aux élections municipales, si le PDCI qui n'a pas pu avoir plus de 6 sénateurs sur 99 sénateurs au Sénat de Côte d'Ivoire, si le PDCI n'a pas pu nous battre aux élections municipales, je ne pense pas que l'indicateur qu'on a pour évaluer la force politique d'un parti politique, c'est les élections. D'accord. Donc, on vous a compris. Alors, Beta Michel, comment vous réagissez? Il estime que le RHDP n'est aucunement inquiété par Tidjane Thiam. Non, mais tu sais... Le RHDP est plus puissant que le PDC. Non, tu sais, quand on s'en réfère aux dernières élections locales, hein, on retient une chose. Le PDCI venait de perdre son président. Et le PDCI est parti à cette élection-là. Le PDCI est sorti comme la première force politique de l'opposition. Le PDCI, même les élections ont montré une forte propension des indépendants qui ont été menacés par le RHDP, mais qui sont tenus à être indépendants et ils ont gagné le RHDP sur le terrain. Donc, tout cela mis ensemble, je ne pense pas... Non, la question n'est pas ils sont où. Tu as vu, non? C'est comme si tu me disais. Non, tu sais. Non, c'est comme. Vous ne dites pas qu'ils ont écrit, ils s'excusent auprès de la direction du RHDP et qu'ils ont intégré le RHDP. J'ai dit, quand tu menaces quelqu'un qui te défie et puis te gagne, tu dois te poser des questions. Et puis quand tu dis ils sont où? Aujourd'hui, il y a un maire du RHDP qui est venu au PDC. J'ai demandé aussi, les maires PDC et RHDP sont où? On n'en finira pas. Donc c'est pour te dire que quand on a fini ça et qu'on a analysé tout ce qui s'est passé aux élections, on a de quoi s'inquiéter. Et ça le montre dans les discours et dans les démarches que entreprend le RHDP dans ces derniers temps. Vous avez vu qu'ils ont pu mobiliser les chefs coutumiers qui, de par leur entité, même ne doivent pas faire la politique. Mais ils ont été obligés de s'aliéner pour demander que Ouattara soit le candidat de 2025. Voyez-vous, c'est des démarches qui frisent la peur. Et je vais plus loin. Mais c'est le président du RHDP. Ouattara est le président du RHDP. Il n'est pas le président des chefs coutumiers. Quand on prend les chefs coutumiers. C'est le président du RHDP. Mais attends. Donc pourquoi vous êtes inquiet qu'il soit candidat? Non, qui est inquiet de sa candidature? De sa candidature au forceps de la Constitution. Là. Personne n'est inquiet. Alors, M. Beta, qu'est-ce qui pourrait déranger autant le RHDP chez Thiam, au niveau de Thiam? Non, j'ai dit. Qu'est-ce qui pourrait déranger? Non, tu sais, ce que tu devais retenir, tu devais retenir, c'est que Thiam n'est pas un élément, je dis, isolé. Il a une machine qui est le PDCRDA. Le PDCRDA, on le voit. Qui a été battu aux dernières élections par le RHDP. J'en viens. Je dis, c'est pour te montrer que autour de Thiam, c'est tout un arsenal. Un arsenal qui fait craindre la réalité du terrain. Parce que il ne faudrait pas se leurrer, il ne faut pas se gargariser de ces dernières élections pour ne pas voir ce qui se passe au RDP. Parce qu'aujourd'hui, le RDP multiplie les campagnes avant l'heure. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous parlez de quelle campagne? Vous avez pas vu une campagne vous avez vu au stade? Quand le RHDP fait une campagne, on remplit le stade. Pendant que toute l'opposition est venue avec le président Bédier, vous n'avez pas pu remplir le stade en 2020. Le RHDP on remplit pas le stade avec un peu de sardines pour penser qu'on a gagné. Justement, s'il te plaît. J'ai dit, on a fait un meeting. Tiens, on a fait un meeting, on a vu à Soubré, il n'y avait même pas un morceau de pain ni de sardines. Et ils ont mobilisé autant que, même plus même que le RHDP. C'est pour te dire qu'on ne mobilise pas du pain et des sardines et des transports et de penser qu'on est battu. Vous avez fait ça. Nos militants n'ont pas faim. Nos militants n'ont pas besoin de sardines et de pain. Parler de la réalité. Nos militants n'ont pas besoin de ça. La réalité, depuis un certain temps, on observe des meetings d'hommage à Ouattara. Ça, c'est pas un problème pour vous. Une campagne avant l'heure avec les moyens de l'État. C'est qui montre que... vous avez des preuves. Quels sont les moyens de l'État? Quand les voitures qui se déplacent pour aller à ces meetings, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas, les voitures D là, qui se déplacent pour aller à ces meetings, tu ne les vois pas. Apportez-moi une preuve. Apportez-moi une preuve. Apportez-moi une preuve. S'il vous plaît. Pour ce concert. Et ce ne sont pas des activités de RHDP, attention. Comme information, M. Beta, les organisateurs de ces activités disent que c'est une cérémonie d'hommage au président de la République et non un meeting en faveur du président du parti
Vous avez vu des gens porter des t-shirts RHGP là-bas? Eux tous même, la plupart. Non. Apportez-moi une preuve. Non, tu sais, on ne va pas se leurrer. Hein. Nous sommes dans notre pays et nous voyons ce qui se passe. Mais est-ce que le PDC aussi ne fait pas de meeting? Est-ce que c'est pareil? J'imagine dans tous les partis politiques. Je le dis, quand on utilise tous les moyens de l'État pour donner de la voix, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait courir les gestionnaires de l'État alors qu'on les attend sur le terrain pour construire la Côte d'Ivoire, pour continuer l'œuvre de développement qu'ils prétendent avoir amorcée. Qu'ils continuent ça, on va les juger en 2025. C'est pas à vous de définir la stratégie du RHGP. Je suis désolé si. Je dis ce qui me désole, c'est les moyens de l'État que vous utilisez pour faire les choses de la RHDP. Vous savez, le PDCI, on a un parti dont le socle, le RHGP, l'un des socles du RHGP, c'est le RDF, qui a vécu l'opposition et qui a battu le PDCI aux élections, à certaines élections. Le PDCI, le RDF d'alors, a battu le parti au pouvoir aux élections municipales, étant dans l'opposition. Donc, nous avons un parti qui, dans l'opposition, a fait ses preuves, était la première force étant dans l'opposition. Donc, on a en face un parti comme le PDCI qu'on a battu étant au pouvoir parce que les chiffres du RHDP au pouvoir et les chiffres du PDCI au pouvoir sont largement vraiment différents en termes de qualité, de réalisation, d'infrastructures, tout et tout. Donc, on a fait l'exercice du pouvoir. Le PDC a été jugé au pouvoir. Ils ont été aux affaires. Et les Ivoiriens, aujourd'hui, ont la possibilité de comparer la gestion de ce parti et la gestion du RHGP. Voilà. Et on a l'occasion aussi de les voir à l'opposition et voir le RDA à l'opposition. Il disait que le PDC est une machine, une grosse machine. Oui, une grosse machine, c'est ce que je vous explique. C'est une très très grosse machine qui avait 16 sénateurs. L'institution que je connais avait 16 sénateurs. Avant les dernières élections, ils sont passés à 6 sénateurs. La machine a grossi. Avec le président en vie, le président Henri Konan Bédié. Il était décédé lorsqu'on a eu les élections sénatoriales. Ouais, autant pour moi alors. Okay. Je pense que comme il avait participé aux désignations, c'est ce que j'ai en tête, mais vous avez raison. Autant pour moi. Donc, les élections municipales, le PDCI était là avec tout son bloc autour du président par intérim du PDCI. En ce moment, on n'avait pas d'élection, on n'avait pas de faction en interne. Et ils ont été battus. Ce n'est pas ce PDCI émietté qui peut effrayer le RHGP. Seulement que ce que vous dites, c'était un PDCI qui n'était pas dirigé en ce moment par Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam, écoutez, c'est un ministre, une autre personnalité de ce pays qui a servi l'État, l'administration. Mais on a autant de Tidjane Thiam au RHGP. Énormément de Tidjane Thiam au RHGP. On veut vous voir faire. Mais c'est pas à nous, attention. Alors quand vous dites qu'on a énormément de Tidjane Thiam au RHGP, est-ce qu'on a des noms qui je ne veux pas citer de noms, je veux dire qui au RHGP, outre que Alassane Ouattara, peut... Moi, je prends même la fonction simplement du ministère qu'il a occupé. Ministère du Plan. Du ministère du Plan. Je pense que la personne qu'on a aujourd'hui au ministère du Plan, Kaba Nialé, dirige avec dextérité ce même ministère. Produit des documents, produit des rapports, des mises en œuvre du plan national de développement. Pardon? Elle fait mieux que Thiam en son temps. Qu'est-ce que Thiam a fait à son temps? Pour savoir si elle fait mieux que Thiam ou pas, qu'est-ce que Thiam a fait à son temps? En fait, pourquoi? Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Je dis pour pouvoir comparer, il faudrait qu'on ait les mêmes données. Tu sais, moi je retiens de Thiam qu'il a dirigé ce ministère à 34 ans. 34 ans, c'est un âge auquel je ne pense pas que beaucoup d'Ivoiriens peuvent occuper un poste ministériel. Donc je veux dire que pour les qualités de Thiam, on n'en doute même pas. On n'en doute pas aujourd'hui, on n'en doute pas demain. Mais ce que le RHDP ne veut pas admettre, c'est qu'aujourd'hui nous a montré les limites de ses capacités à diriger la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, quand il est venu au pouvoir... Vraiment, on n'est pas au même pays. Ouais, on n'est pas au même pays. Moi, je veux qu'on parte sur les chiffres. Non, excusez-moi. Les limites, je veux que vous preniez la santé, l'éducation. Donnez-moi des éléments qui montrent que Ouattara et le président Alassane a vraiment montré ses limites.
Il a promis combien d'universités? On a combien d'universités? Il a promis des logements sociaux. On en a à quel niveau? Bon, attends, non, mais tu n'as pas cité ce que tu veux. Moi, je peux citer aussi ce que je veux. Moi, j'ai dit, laissez-moi finir. Laissez-moi finir citer. Non, vous savez, vous aviez conçu combien d'universités? Aujourd'hui, on a combien d'universités? On n'en finira pas. Il y a combien de CHR aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a combien de linéaires de bitume en Côte d'Ivoire? Il y a combien de kilomètres d'autoroute qu'on avait lorsqu'Alassane venait, et aujourd'hui on a combien d'itinéraires d'autoroute. Il y a combien de ponts qui ont été réalisés quand il venait. Il faut donner des éléments factuels avant d'évaluer la souffrance des Ivoiriens. Alors monsieur, vous savez aussi que pour cette présidentielle en 2025, il est possible qu'on ait une alliance en cas de second tour, une alliance au sein de l'opposition, alliance PPACI, PDCI, c'est possible, puisqu'on a vu le PDCI qui était allié à EDS en 2020. Et si en 2025, on a une alliance PPACI, PDCI pour cette élection présidentielle, est-ce que le RHDP a des chances, Peter Michel? Non, moi, je veux évaluer les chances du RHDP même sur le premier tour. Au premier tour, je crains fort que c'est RHDP que je vois, assez frileux, assez moribond, qui se cherche un candidat, puisse arriver au second tour. Parce que, en fait, le RHDP aujourd'hui, ce n'est que l'image du président qu'ils ont à vendre. Parce qu'eux-mêmes, ils montrent que le président qui avait dit en son temps qu'il avait préparé une nouvelle génération et que c'est cette génération qu'il voulait mettre en exergue. Mais on n'en voit même pas de cette génération. On n'en voit pas au point que même ce parti... Ça dépend de là où vous regardez. Non, vous ne pouvez pas voir. Ça dit que... Au point même que ce parti est en train de se débattre pour l'obliger. Alors que la Constitution même l'empêchait même déjà d'être... Quel article de la Constitution? Non, on ne va pas arriver sur le débat. Ah, d'accord, non. Je vais te rappeler certains faits. Mais alors que de l'obliger même à briguer un quatrième mandat. Un quatrième mandat, pourquoi? Pour arriver... Je ne sais pas de quel quatrième mandat vous parlez. Alors, ça dépend de là où on se situe. Non, mais là où on se situe en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on sait que Ouattara veut faire un quatrième mandat. Bon, selon la Constitution, on parlera du deuxième mandat. Bon, moi, je pense que... Bon, moi, je ne suis pas concerné par ça. Ce que je veux vous dire. Alors, on parlait du second tour. Du second tour. En cas de second tour, s'il y a une alliance PPAC. Après 15 ans d'exercice, après toutes ces réalisations, après avoir respecté toutes les promesses tenues, toutes les promesses faites, et on se voit mal en train de gagner à des élections avec... Après avoir respecté toutes les promesses tenues. Oui, oui. Non, mais tu sais, le RHDP a son monde. Non, effectivement. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, nous, on sait ce qu'est la réalité. La difficulté qu'on a avec les populistes, c'est qu'en fait, quand on nous parle, on ne nous donne jamais l'état de référence. Mais quand on prend une situation d'un pays, quelle que soit la situation, il faut toujours prendre l'état de référence. D'accord. Mais l'état de référence dans lequel... Non, excusez-moi, je prends un exemple simple. Vous n'avez même pas prévu un second tour. Au premier mandat, au RHDP, au premier tour, c'est ça? Non, pas prévu parce que je veux dire que ça sera une défaite pour le RHDP que d'aller à un second tour. Après tout ça. Quand j'ai dit une défaite, d'y penser même dans notre stratégie. Dans notre stratégie, penser à un second tour, c'est vraiment la preuve de l'échec de ces 15 années d'exercice. Pourquoi vous mettez tout en œuvre au RHDP pour que Ouattara soit candidat, c'est ça? Nous mettons tout en œuvre pour que le RHDP gagne les élections en 2025. Et le RHDP gagnera les élections. Ce que je veux vous rappeler, c'est que le président Alassane Ouattara n'a pas mis en place un truc autour de sa personne. Il a mis un système. Un système. Je peux vous rassurer, M. Khalil, le jour où le président Alassane Ouattara décide de vous désigner comme candidat aux élections présidentielles pour le RHDP, vous allez battre n'importe quel candidat de l'opposition qui a la recherche des repères dès le premier tour. Vous, Khalil. Ça, je peux vous rassurer. Donc, ne vous inquiétez même pas. Ce qui nous fait rire, vous voyez le discours sur l'état de la nation, les plus dessus, c'était l'opposition. Mais on ne comprend pas. En fait, chez moi, au village, on dit quand il y a un bâton, que quelqu'un regarde ton bâton et dit, tu penses que ça, là, ça m'effraie. Donc, son problème, c'est ton bâton, en fait, en réalité. Ils étaient les plus dessus.
que le président n'ait pas fait d'annonce. Il dit, mais attends, c'est l'État de la nation qui vient faire. Ce n'est pas de vous qu'on doit attendre une annonce. D'accord, ça c'est bien noté. Monsieur Bita. Vous savez, j'aime souvent entendre le RADP parce qu'il dit une chose et il fait son contraire. Il dit ne pas craindre les élections de 2025 et qu'il est assuré de battre tout autre candidat, tout autre candidat qui se présenterait contre lui, quel que soit son candidat. Voyez-vous, ce n'est pas l'image qu'il donne dans la réalité. Dans la réalité, il se dit sans Ouattara. C'est l'image que vous percevez. Non, c'est l'image que vous donnez. Ça dépend de la perception que vous avez en fait. Voyez-vous, ce n'est pas l'image qu'il donne dans la réalité. On n'a pas besoin de donner ça. Non, mais c'est l'image que vous percevez personnellement. S'il te plaît, quand quelqu'un pose un acte, il veut quand même dégager son, comment on dit, comment je perds mon latin, mais je dis, il veut dégager une image de lui. C'est comme ça l'analyse du discours. L'analyse du discours politique, il y a toujours une image qui se dégage. Il y a toujours une image qui se dégage. Donc, quand l'image que tu dégages dans ton discours, on sent qu'aujourd'hui, le RDP craint fort que si Ouattara ne va pas, qu'il perd le pouvoir. C'est vous seul qui sentez ça. Voilà. Et pour en revenir à ces chiffres qu'il aime bien brandir, moi, je vais rappeler certains chiffres que Ouattara même aime brandir et dans lesquels il se perd souvent. Moi, je veux lui concéder qu'il s'est perdu, parce que à sa récente déclaration, il disait que 42% d'Ivoiriens se soignent. Aujourd'hui, ils ont les centres de santé à leur portée, ils se soignent. Le discours précédent, il disait 47%. Le discours de 2023. Donc, si c'est les chiffres, Ouattara sait en fait dire tout ce qu'il veut. Le discours précédent, quand? Le discours de 2023. Mais si en 2024, de 47%, on est passé à 42%. Ah, ça a baissé. Mais attends, ça dit que... je crois que quand on parle de centre de santé, c'est pour aller plus loin, c'est pas pour baisser. Donc, je le dis. C'est quoi le président a dit? Non, le président a dit dans le discours, non. Sur l'état de la nation, ce que le président a dit, aujourd'hui, le repère que le président a pris, c'est le nombre de personnes qui se soignent. Voilà. Moins de 5 km. Voilà. Alors, monsieur, on va revenir à Thiam. On parlait de Tidjane Thiam, qui est le président du PDCI RDA. Voilà, vous pensez qu'il a des chances, dès le premier tour, de remporter cette présidentielle? Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'opposition a plus que jamais les chances d'éteindre cette rêvasserie que le RADP a fait vivre aux Ivoiriens. Parce que quand Ouattara venait au pouvoir, il a dit son premier challenge, c'était de lutter contre la pauvreté. Et cette pauvreté est encore latente. Et les Ivoiriens puissent la vivre au quotidien. Ils ont l'occasion, quand il venait au pouvoir, il a dit... Il va de la Côte d'Ivoire au niveau de la pauvreté. Il va faire en sorte que les Ivoiriens puissent se loger décemment, même à 5 millions. Aujourd'hui, pour avoir un logement à Abidjan, même à 5 millions, non, il ne faut même pas y penser. Alors, voilà. Donc, il a fait des promesses. Il a fait des promesses, diminuer les denrées de première nécessité. Je pense que le prix de l'huile même était à 800 francs, le prix du kilo de l'huile était à 800 francs. Et quand il présentait ça, il dit qu'il va baisser ça encore. C'est ça, les salaires des fonctionnaires ont baissé. Donc les universités tout cela montre aux Ivoiriens aujourd'hui. Il n'y a plus de route pour aller chez vous. Il y a des promesses qui avaient été faites, qui n'ont pas été tenues, et les Ivoiriens le jugeront en ce effet. D'accord, c'est bien noté. Alors, M. Diaby, vous allez réagir pour qu'on puisse terminer. Non, en fait, je voudrais dire que je suis vraiment curieux et surpris de voir l'analyse. Aujourd'hui, objectivement, dans un milieu où la politique est saine, tous ceux qui analysent aujourd'hui attaquent même le président Tidjane Thiam. Il prend le soin de ne pas attaquer Alassane Ouattara sur son bilan en termes économiques. Aujourd'hui, vous reconnaissez au moins qu'en termes d'infrastructures réalisées sous Alassane Ouattara, aucun président ne l'a fait, après Félix Houphouët-Boigny. Vous reconnaissez qu'en termes de... Je reconnais que Houphouët-Boigny l'a fait. Mais attendez, Houphouët-Boigny l'a fait avec... Je reconnais que Houphouët-Boigny l'a fait. Attendez, vous pensez que Houphouët-Boigny n'appartient pas au PDCI? Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation, s'il vous plaît. Ce n'est pas un patrimoine du PDCI. Il était à la tête du PDCI. Il était à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et quels sont les partis qui existaient? C'était le parti unique. Il faut comprendre les choses en fait. L'ensemble... En 90, on a vu Laurent Gbagbo qui était candidat également. Non, mais je ne parle pas du multipartisme. Je ne parle pas de la période. Tout le monde sait qu'en 90, il y a eu un Alassane Ouattara qui est venu sauver une situation. Tout le monde sait l'état dans lequel se trouvait la Côte d'Ivoire. Quand Alassane a été appelé, il n'est pas venu sous un régime RAGP ou sous un régime RDR. C'est parce qu'il se sentait au PDCI qu'il est venu. Donc, c'est l'État en tant qu'entité. Donc, lorsqu'on parle du bilan, attention, ne prenez pas Houphouët-Boigny pour un patrimoine du PDCI. C'est un patrimoine de notre nation. Donc ça, je voudrais que ça soit clair dans les esprits. Donc si vous voulez donner le bilan du PDCI,
On a eu des gouvernants, des jeunes ministres comme Tidiane Thiam, qui ont été ministres sous Bédié a dirigé. Il faut faire ce bilan. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été capables de sécuriser le pays, sécuriser un pouvoir et vraiment quitter ce pays pendant plus de 20 ans et revenir. Alors pendant le Thiam, au RHDP, on estime qu'il a été déconnecté du pays pendant plus de 20 ans. Est-ce que c'est... Non, moi je dirais pas. Moi je n'ai jamais dit qu'il a été déconnecté du pays. Donc, je dirais plutôt qu'il a fui le pays. Non, moi je dirais qu'il a fui le pays. Et celui qui n'a jamais existé dans le pays. Avant 90. Celui qui n'a jamais existé dans le pays avec Alassane Ouattara. Avant 90, on l'a jamais connu. D'accord. Avant 90, on ne le connaissait pas. Je peux vous donner la commencement. On ne le connaissait pas. Avant 90, on l'a connu seulement en 90. Il est venu au pays. Qui dirigeait la BCAO? Non, j'ai dit avant 90, on ne le connaissait pas. Il dirigeait la BCAO là, c'était pour le compte de qui? Pour le compte de qui? Dis-moi. Moi je vous demande. Mais réponds-moi. Ah d'accord. Avant 90, tu avais entendu parler d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Non, il s'en souvient. Avant 90, je ne pense pas que tu t'en souviennes. Est-ce que c'est un critère? Oui, mais c'est ce que les gens veulent nous faire croire, que Tidiane Thiam a fui le pays. Mais lui, il n'a même pas d'amis d'école. Aujourd'hui, à Tidiane Thiam, tu peux trouver ses amis de lycée. Parce qu'il a fait la Côte d'Ivoire, il connaît la Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'amis, il n'a pas fait l'école. Vous trouvez que lui, Docteur Diawara, il n'a pas fait l'école. Il est plus proche de la Côte d'Ivoire. Docteur Diawara, il n'a pas fait l'école avec Docteur Diawara. Le ministre Diawara, il n'a pas fait d'école avec lui. Il n'a pas d'amis d'école. Non, s'il te plaît. C'est ce qu'il dit. Il dit on peut retrouver des amis de Thiam en Côte d'Ivoire, mais les amis avec qui on va les chercher un torche avant de les trouver. Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même âge. Mais ils n'ont pas les amis sont disparus. Donc bref, pour dire quoi? Pour dire que si on veut parler d'OVNI, si on veut parler de quelqu'un qui a fui le pays, qui n'a pas d'attache avec ce pays-là, on ne parlera pas de Thiam. S'il vous plaît. On parlera d'autres personnes. Moi, je ne dirais pas qu'il n'a pas d'attache. Non, moi, je ne veux pas qu'il n'a pas d'attache avec le pays. Moi, je parle de l'action gouvernementale. Quand on dirige un pays qui a un coup d'État, c'est la preuve d'une incapacité de sécuriser un État. Et quand c'est comme ça en termes de responsabilité, et quand on quitte... Thiam n'était que ministre, il n'était pas président à l'époque. Il n'était pas ministre du gouvernement. Quand on dit planification... Non, ça fait partie de la planification. Ça fait partie de la planification. Tu sais, le RHDP m'a habitué à sourire dans ses analyses. Capable d'équiper un pays en termes d'instruments de sécurité, en termes d'instruments de renseignement, pour ne pas nous plonger dans une décennie sombre. Tu sais, on ne fait pas ce genre d'analyse. Alors, monsieur, d'accord. Alors, monsieur, nous sommes à la fin de ce débat. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous donner 1 minute 30 secondes à chacun d'entre vous pour son dernier mot. Et après ça, vous n'avez plus droit à la parole. On commence par monsieur Beta Michel, puisque c'est lui qui a ouvert le débat. Monsieur Beta Michel, on va commencer par vous. C'est moi ouvert. Mais ça ne me gêne pas de prendre la parole en premier. Moi, ce que je veux qu'on retienne, vous avez parlé de plusieurs aspects, notamment, nous sommes partis d'abord du discours de Tidiane Thiam, qui d'aucuns ont estimé que c'était un discours populiste. Moi, je pense aujourd'hui, il faut regarder le discours en termes d'impact sur les populations. Et je crois que le discours de Tidiane Thiam a eu un impact au point que les uns et les autres veulent apporter des réponses. Et moi, je souhaite pour le RHDP qu'il apporte des réponses concrètes, afin que ce que les Ivoiriens ressentent réellement, ils puissent le ressentir pour le meilleur, pour leur bien-être. La deuxième chose que je voulais dire, c'est-à-dire, le président Ouattara, dans son discours, il nous a habitués à des chiffres qui, souvent, quand il est brandi, on a l'impression que tout va bien. Mais dites-lui, vous qui avez l'occasion de lui parler, dites-lui que tout ne va pas bien en Côte d'Ivoire. Le prix de l'électricité est une boulée au pied des populations ivoiriennes. Il a dit la cherté de la vie est une boulée au pied de la population. Donc, faites quelque chose et nous en serons tous reconnaissants. La dernière chose que je voulais dire, les élections de 2025 approchent à grands pas. Et moi, je souhaite pour nous tous que ces élections soient apaisées et en toute inclusive pour que tous les candidats puissent participer. C'est pourquoi je veux que dès maintenant, le RHDP, qui est le parti au pouvoir, donne des gages de garantie à tous les candidats pour que tous puissent participer, afin qu'on ait pour la première fois une alternance paisible en Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on tombe encore dans les travers. Parce que je sais que si cette élection se déroule en toute crédibilité, avec toutes les sécurités qu'il faut, le RHDP est sûr de perdre le pouvoir tranquillement. D'accord. M. Diaby. Merci beaucoup. M. Beta donne les contradictions de sa volonté dans son expression.
en souhaitant je souhaite avec lui que les élections soient apaisées. Et pour qu'il y ait des élections apaisées, il faudrait que vous ne soyez pas dans un esprit de on gagne ou on gagne, en estimant que si les élections sont crédibles, forcément le RHDP va perdre. Cela suppose que si le RHDP gagne, les élections n'ont pas été crédibles. Ça, c'est un élément qu'il faut vraiment éviter. Deuxième élément. Que le RHDP est sûr de gagner le premier tour. Est-ce que c'est à dire que vous allez forcer pour gagner le premier tour? Deuxième élément. Ses idées à lui. Deuxième élément, au niveau du RHDP, nous sommes ravis que le parti soit concentré aujourd'hui sur notre stratégie pour préparer 2025. Le choix de notre candidat, bien sûr que cela intéresse plus d'un, cela intéresse plus l'opposition que le RHDP. Mais aujourd'hui, nous sommes plus concentrés sur l'organisation de notre parti, sur la structuration de notre parti. C'est le parti le plus implanté sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, nous aurons les résultats très bientôt aux élections de 2025. On a la chance d'avoir un modèle pour le continent. Le président Alassane Ouattara est un modèle pour le continent, au-delà de la Côte d'Ivoire. Et ce modèle, ce qui lui a valu beaucoup de confiance au niveau de ses pairs pour conduire l'agenda 2063 du continent. Donc, nous croyons qu'il a beaucoup apporté et nous croyons qu'il doit nous apporter encore beaucoup. Même si Thiam est en face, ça ne vous effraie pas, c'est ça? Écoutez, vous savez, je vous l'ai dit, Thiam est sur une machine qui est le PDCI, qu'on a battu à tous les niveaux. Donc je ne sais pas s'il va créer d'autres formes de trucs, qu'est-ce qu'il va parler comme les gens dans le jargon. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va créer en fait. D'accord, on le verra en 2025 à l'occasion de la présidentielle. Messieurs, merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau pour débattre sur cette question. Tidiane Thiam, un profil qui dérange le RHDP. Monsieur Vassili Diaby, sénateur de la région du Kabadougou. Monsieur Michel Beta, directeur fondateur du journal Le Béni, analyste politique, était sur ce plateau pour débattre autour de ce thème. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis restez connectés à l'Intelligent TV. Au revoir.